Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, avez-vous déjà poussé la porte d'un des 550 aérodromes répartis sur tout notre territoire? Non? Eh bien, faites-le. Par curiosité, pour tester ou par fascination du monde aérien. Êtes-vous déjà monté dans une montgolfière à bord d'un avion, d'un hélico, d'un pendulaire, d'un ULM pour un simple baptême de l'air ou simplement pour explorer votre univers vu du ciel? Reconnaître votre région à travers ses paysages, vous amuser à vous repérer sur cette terre que vous arpentez d'habitude à pied et surtout vous émerveiller de cette sublime beauté de notre pays vu du ciel. Si la réponse est toujours non, alors un matin, poussez la porte d'un des bars de l'escadrille de nos aérodromes et engagez la conversation tout simplement avec un représentant de cette communauté des gens de l'air. Vous serez bien accueillis. La France est la deuxième nation aéronautique du monde avec un aérodrome tous les 50 km. Elle est animée par une communauté, celle de gens de l'air, on vous l'a dit, elle-même unie par une même passion dès que la météo est bonne, voler. Et cette communauté, forte de ses 100 000 licenciés, organise tous les ans sa fête nationale. La fête nationale de l'aviation a lieu le dernier week-end de septembre. Une sorte de journée porte ouverte sur les aérodromes où les baptêmes de l'air vont bon train d'atterrissage, bien sûr, en ramenant sur le plancher des vaches des jeunes, des ados, des adultes, hommes, femmes et enfants, avec des yeux écarquillés de bonheur. Vous serez donc une centaine de milliers cette année à travers tout le pays à partager ce temps privilégié pour se rencontrer, partager, échanger, questionner, se tester, vivre un moment unique et peut-être voir naître des vocations. Mais surtout, partager une source de joie, d'émotions et d'anecdotes, car le dénominateur commun à tous, c'est la passion et rien n'est plus enrichissant que de la partager. C'est ce que nous allons faire dans cette émission, justement avec des représentants de la communauté des gens de l'air. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler cette fête nationale de l'aviation qui aura lieu en septembre, mais on s'y prend drôlement à l'avance parce que nous on est comme ça, on a envie que les gens aillent pousser les portes des aérodromes. Nous sommes avec Géraldine Galland qui est initiatrice de la fête de l'aviation et coordinatrice nationale de l'événement. Bonjour Géraldine. Bonjour Christophe. Magali Rebaud est avec nous également. Elle est journaliste aéronautique, pilote privé d'avion, marraine de la fête de l'aviation avec Michel Drucker. Avec Michel Drucker qui n'est pas là en ce moment, mais qui nous accompagne par la pensée, on le salue. Jean-François Bourguin est avec nous autour de cette table. Il est journaliste spécialisé aéronautique, pilote privé, instructeur ULM et puis technicien aéronautique de formation également. Oui, c'est ça exactement. Bonjour à tous. Et vous êtes un spécialiste aussi de l'aéronautique comme tous ceux qui sont autour de cette table et passionnés. Et nous avons aussi à côté de Tours, dans le Loir-et-Cher, Frédéric Lange, pilote instructeur sur Autogire sur l'aérodrome de Blois-le-Breuil dans le Loir-et-Cher. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Il fait très beau, vous êtes dans la tour de contrôle de l'aérodrome et à côté de vous, eh bien, il faut que je retrouve son nom, vous allez me le dire. Franck Joannick. Franck Joannick. Directeur de l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Absolument, directeur de l'aérodrome de Blois-le-Breuil et vous nous faites l'amitié d'être avec nous en direct dans cette émission. Et on va commencer la première question avec vous, Géraldine Galland, l'initiatrice de la fête de l'aviation et coordonnatrice nationale de l'événement. Qu'est-ce que vous avez en tête pour organiser cette fête au tout départ, il y a 5 ans, en moment du plein Covid? Quelle drôle d'idée. Il existe la fête de l'aviation, la fête de la musique, mais pourquoi pas la fête de l'aviation? Oui. Depuis très longtemps, cette idée était dans ma tête et dans le cœur de beaucoup de passionnés, je crois, puisque c'est une tradition chez nous d'organiser des portes ouvertes à Roanne depuis plus de 50 ans. Donc j'ai eu un bel exemple qui m'a beaucoup inspiré. On a la chance d'avoir une famille d'acteurs très dynamique. Et pourquoi pas le faire tous ensemble et non plus chacun dans notre coin pour vraiment toucher le plus grand nombre. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les portes des aérodromes pour que le maximum de gens aient la curiosité de s'intéresser au monde de l'aéronautique, qui n'est pas un monde fermé, qui n'est pas un monde élitiste, qui est un monde ouvert. Tout à fait. Alors, il y a même des musées incroyables en France. Comme vous l'avez dit, on est une seconde nation au monde. Ouais. Les industriels aussi participent à l'événement. Ils recrutent fort avec des métiers fabuleux, méconnus. On a également des centres de formation dans les métiers aéroportuaires qui recrutent avec, pareil, des métiers géniaux, au sol ou en l'air. Voilà, beaucoup d'opportunités, du CAP jusqu'au bac plus 8. On cherche des femmes aussi, beaucoup. Alors ça, on va en parler. Alors, vous êtes 3 femmes déjà sur ce plateau quand même, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Et donc l'équipe comporte 20 ambassadeurs, ambassadrices, donc on a l'équité.
Ça concernera cette fête de l'aviation 85 villes, 85 aérodromes en France à peu près, 90. Alors, on a eu le plaisir, oui, d'avoir le soutien et la mobilisation de 85 villes participantes aux 4 coins de France. Est-ce qu'il vous en faut plus ? Ah bah bien sûr, puisque on va lancer un appel à ceux qui nous aérodromes. écoutent. Contactez les aérodromes de vos villes, dans vos campagnes, et appelez après. Vous appelez l'émission, vous appelez directement Géraldine Galland. On va donner votre votre mail plutôt, c'est plus sympa. Et on vous appellera en direct. Si vous êtes dans une ville de province, toutes les candidatures sont les bienvenues. Tout à fait. L'an dernier, on avait Mayotte, on a eu les DomTom qui sont beaucoup mobilisés. Ben oui. Et vraiment, donc sur toutes les régions, aujourd'hui, mais pourquoi pas demain dans chaque département, puisque on a un maillage territorial unique, encore une fois, au monde. Magali Rebaud, vous êtes journaliste aéronautique, spécialisée dans l'aéronautique, et vous êtes la marraine de la fête de l'aviation. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette proposition de Géraldine de vous faire marraine ? En fait, tout m'a plu dès le départ, parce que quand on est passionné, on a envie de partager ses passions. Et donc l'idée de Géraldine, cette fête nationale dans le but de faire découvrir au plus grand nombre toutes les disciplines, toutes les facettes du secteur aérien, de l'aviation de loisirs à l'aviation commerciale, en passant par l'aéromodélisme, le vol libre. Voilà, c'était cette idée de départ que j'ai trouvée très très intelligente. Et puis avec l'objectif de fédérer toute cette communauté des gens de l'air. Donc voilà, cette idée m'a plu et je pense qu'elle a plu également à Michel Drucker puisqu'il s'est associé à cet événement. Et puis, donc l'idée, c'était de motiver toute cette communauté, donc pour qu'ils ouvrent leurs portes. Alors les portes des aérodromes, les portes des entreprises. Qui sont jamais fermées. On peut y aller aussi dans l'année. Alors pour les aéroclubs, oui, bien sûr. Pour les entreprises aéronautiques, c'est un peu différent. Mais l'idée, c'est faire découvrir cet univers. Et d'autant que, comme l'a dit Géraldine, l'industrie aéronautique recrute vraiment beaucoup. D'après les chiffres du GIFAS, qui est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, 25 000 postes en 2025 sont ouverts en 2025, donc voilà. Dans quel secteur? Alors, de tout? En fait, tous les secteurs, du technicien à l'ingénieur, au mécanicien, du niveau CAP au bac plus 8. Enfin, vraiment, tout le monde est bienvenu dans ce secteur qui est vraiment un univers de passionnés, donc c'est plutôt chouette. Et on le redira souvent, allez pousser la porte des aéroclubs, les gens ne mordent pas. Oui, et puis c'est souvent justement un lieu où... C'est assez convivial. Moi, souvent, pour y avoir... Je ne suis pas pilote, moi, mais j'ai des copains qui sont pilotes, et souvent, quand je vais les voir, déjà, on y va le matin, donc c'est assez tôt. Il y a toujours une bonne ambiance, c'est assez sympa, les gens sont chaleureux. D'abord, c'est des passionnés, tous. Et puis, il y a quelque chose à les fréquenter qui est de un enrichissement humain, je trouve. Absolument, oui. Je vais pas dire le contraire, mais... Non, pas du tout. Non, mais oui, quand on est passionné, c'est ça, forcément on a envie de partager. Et puis les aéroclubs, comme vous le dites, oui, c'est des lieux où les vocations peuvent naître. Moi, ça a été le cas d'ailleurs. J'ai fait un baptême de l'air quand j'étais ado, et puis voilà, dès que je suis redescendu de l'avion, j'ai dit je veux apprendre à voler. À vos parents. Voilà. Ils étaient d'accord, non? Au départ, un petit peu bof. C'est un peu la réticence des parents. Oui, hein. Parce que c'est un univers qui effraie un peu et puis qui est pas forcément, qui donne l'image d'être pas forcément facile d'accès. Et puis finalement, on est bien accueillis. Absolument. Qu'on soit un homme ou une femme. Jean-François Bourguin, vous êtes pilote privé, vous, et puis vous êtes aussi instructeur ULM. Vous connaissez bien le monde de l'aéronautique et en particulier son histoire. Comment se fait-il en France qu'on a autant d'aérodromes et de terrains d'aviation partout sur le territoire? Eh bien, on a une véritable culture aéronautique en France, puisque c'est finalement pratiquement ici qu'est née l'aéronautique. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple des frères Wright qui ont volé aux États-Unis en 1903, le vrai succès est né en France, puisque c'est là où ils ont été le plus populaires, notamment dans les Pyrénées, où ils avaient créé une école. Et puis la première école de pilotage au monde, elle a été créée dans le nord de la France. C'est l'école des frères Caudron qui avaient instauré leur école au Crotoy, tout simplement, et à Rue d'ailleurs, pas très loin du Crotoy. C'est là-bas qu'ils assemblaient leurs machines pour les faire voler. Et on a eu des noms comme Jean Mermoz, par exemple, qui ont appris à voler dans cette école. Et nous, dans nos studios, on est situé à Boulogne-Billancourt, en région parisienne aussi, on a une grande tradition avec l'aviation.
Il y a une grande tradition exactement dans la région parisienne. Au Mureau, on assemble par exemple des fusées qui vont être tirées ensuite à Kourou en Guyane. Donc si on regarde un petit peu le maillage des aérodromes, c'est vrai qu'il y a un véritable ancrage, une véritable popularité de ce milieu aéronautique. Il y a un intérêt pour les Français pour l'aéronautique. En même temps, il y a une petite réticence, mais à chaque fois qu'il y a un meeting, c'est un succès. À chaque fois qu'il y a un meeting, c'est un succès. D'ailleurs, on regarde la région. En France. Il y a une petite cinquantaine d'événements et il faut rajouter en plus une cinquantaine de journées portes ouvertes, en plus de la fête de l'aviation qui permet l'ouverture de portes, de clubs, d'entreprises et de centres de formation. Et si on prend la région parisienne, on a à peu près 5 événements, ne serait-ce que l'année prochaine. Si on regarde le calendrier, il y aura un meeting aérien à Meaux, à Melun avec le Air Légende, la Ferté-Alais, si on veut aller un petit peu plus dans le sud de la France. Et les vieux coucous qui ont toujours du succès? Eh ben oui, à la Ferté-Alais, tout simplement. Il suffit d'aller sur ce terrain et là-bas, c'est véritablement un endroit qui est champêtre et on revient pratiquement au début de l'aviation lorsqu'on parlait pas encore d'aérodrome mais de terrain d'aviation. C'était simplement des prairies dans lesquelles on décollait. Il y avait même pas de piste à l'époque. Et d'ailleurs, l'environnement est souvent préservé sur les aérodromes. On va faire un petit tour avec vous, Frédéric Lange, à Breuil, dans le Blois-le-Breuil, dans le Loir-et-Cher. Vous êtes pilote instructeur sur Autogir. Alors on va parler un petit peu des aéronefs qui sont tous divers et différents dans le monde aéronautique. En 2 mots, l'Autogir, c'est quoi? Est-ce que c'est comme une éolienne à la verticale qui ressemble à une moto? On peut dire ça comme ça, nos auditeurs? Alors c'est ça, oui, tout à fait. Ça ressemble aussi à l'hélicoptère. Qui est très connu, mais la différence c'est que le rotor, donc l'hélice qui est en haut en fait, qui fait l'éolienne, tourne que avec le vent. C'est le vent relatif qui fait tourner ce rotor. Donc on est propulsé avec un moteur à l'arrière, ça fait de la vitesse qui vient taper qui génère du vent qui vient taper dans le rotor. C'est génial. Donc il n'y a pratiquement pas de risque de crash puisqu'on est tout le temps en train de le rotor tourne toujours comme en autorotation sur l'hélico, un peu, non? Oui, tout à fait. Il nous suffit d'avoir de la vitesse et même si le moteur s'arrête, la vitesse on l'obtient en descendant. C'est génial, j'adore l'Autogir, il faut absolument que j'aille faire de l'Autogir. On va marquer une petite pause mes amis, on va continuer à parler de ce monde de l'aéronautique, de la fête de l'aviation qui aura lieu en septembre et de cette envie qu'on va vous donner d'aller pousser la porte des aéroclubs pour peut-être vous inscrire pour une première approche ou faire un baptême. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et c'est du ciel que nous découvrons cette France dans la France à découvrir avec nos invités pour la fête de l'aviation et découvrir un peu mieux le monde de l'aérien, de l'aéronautique et de ces passionnés qui animent les aérodromes un peu partout en France. Il y en a combien, Géraldine, d'aérodromes? On le redira jamais assez. Alors 550 aérodromes. Et les bases ULM aussi. C'est invraisemblable. À peu près 500 également. Donc du coup, au total, presque 1000 plateformes. Plus les plateformes vol libre, qui sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, et qui permettent l'entretien des espaces montagneux, avec des accords avec les municipalités, et tout le monde est gagnant, quoi. On se retrouve dans des espaces sécurisés, et avec une biodiversité qu'on préserve également. Alors en préparant cette émission, je ne sais plus qui m'a dit, je crois que c'est vous qui m'avez dit, Jean-François, qu'il y avait jamais un aéroport à moins de 15 minutes. À peu près, oui. Effectivement, quand on est dans un avion, on est rarement à plus de 15 minutes. Ça, c'est vachement rassurant. Parce et ça, c'est rassurant. S'il y a un souci, on peut quand même... C'est rassurant en cas de mauvaise météo, par exemple. Ça peut être le cas dans l'aviation légère, où on ne vole pas systématiquement aux instruments, comme c'est le cas lorsqu'on prend l'avion de ligne et où on peut décoller alors qu'il y a 30 mètres de visibilité. Là, ça se rapproche véritablement d'un sport et donc il faut pouvoir anticiper cette mauvaise météo. D'accord. Franck Joannick, vous êtes directeur de l'aérodrome Blois-le-Breuil dans le Loir-et-Cher. Est-il vrai qu'on peut pousser la porte d'un aéroclub, prendre des renseignements dans la semaine et puis demander si on peut suivre une formation, faire un baptême? Est-ce que on peut pousser la porte des aéroclubs assez facilement? Bien sûr, hein, l'aéroclub, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie qui est ouvert à tous, évidemment aux membres de l'aéroclub, mais tous les membres de l'aéroclub sont des gens qui sont passionnés, et quand on pousse la porte, si on vient juste simplement pour poser des questions, vous trouverez toujours quelqu'un pour répondre à vos questions, que ce soit dans l'éventualité de s'inscrire pour passer un brevet, mais même pour des renseignements nature très, très généraux sur l'activité même du club. C'est vraiment un esprit club. L'aéroclub, c'est le noyau dur un petit peu de l'aéronautique. Un tremplin
un joli tremplin. C'est un tremplin. Alors, première question pour nos auditeurs. Est-ce que le premier tremplin, c'est quoi? Ce serait le planeur? Ce serait l'aéromodélisme aussi. L'aéromodélisme. Oui. Les drones aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans le... C'est différent, mais c'est de l'aéromodélisme. C'est un petit peu l'aéromodélisme. Le parapente, le parachutisme. Il y a 1001 chemins. Et le tout, c'est de pousser une porte. Il y a l'autogire. Rendons hommage à l'autogire. C'est cette magnifique machine que je ne connaissais même pas encore hier. C'est formidable, ce truc. Oui, donc il y a plein de portes d'accès, d'entrée pour rentrer dans le monde de l'aéronautique. Ils sont méconnus, oui, tout à fait. Et pour découvrir le monde de l'air, et c'est vrai que dès qu'on décolle, tout est beau. Oui, et plus tôt on commence, et plus c'est facile. À partir de 8 ans, on peut commencer, donc quand on est enfant, à pousser la porte d'un club modéliste, qui est une très belle initiation au pilotage, mais aussi à la fabrication, à toute la partie technique également. Et donc, il veut vraiment créer un éveil utile pour le gamin qui va accrocher. Et pour les parents qui nous écoutent, est-ce qu'on peut imaginer que commencer à voler dans un aéroclub, c'est peut-être la porte d'entrée d'une carrière comme pilote de chasse ou comme pilote de ligne? Oui, parce qu'il y a la petite et la grande porte. On pense tous qu'en fait, il faut avoir fait maths sup, maths p, être très très intelligent. Donc, mais en fait, ça, c'est une idée reçue qu'on a sur l'aéronautique. Alors, pas que, c'est vrai qu'il y a en effet une élite, c'est clair. Il y a toujours beaucoup de travail, malgré tout beaucoup de passion. Il faut être curieux d'esprit, aimer un peu la technique, être attiré. De toute façon, à partir du moment où on est attiré, on a envie, et on va travailler. Et du coup, le fait d'avoir un exemple, de rencontrer d'autres personnes qui vont nous montrer la voie, ça va simplifier la chose des enfants qui vont savoir prendre le bon chemin et peut-être plus vite, parce que autrement ça peut vraiment être de chemins très tortueux. Et c'est vrai que moi j'avais un copain qui donc avait un bac G à l'époque et qui était pilote de chasse, et un fabuleux pilote, il aimait pas l'école. Mais dès qu'en fait il a eu cette possibilité de rentrer dans un domaine, un univers qui le passionnait, ça a décuplé son engagement, et c'était vraiment, il était fait pour ça. Ouais. Et on peut découvrir dès la 3e le monde de l'aéronautique. Tout à fait. À l'école. Oui, c'est ça. Par quel biais? Le BIA. Le BIA. Brevet à l'initiation aéronautique. Merci donc à tous les bénévoles et tous les professeurs qui ont le CAEA, qui enseignent les différentes disciplines qui mènent à ce brevet d'initiation aéronautique, c'est-à-dire qu'il y a l'aérodynamique, l'histoire, enfin il y a toutes sortes de disciplines qui sont évoquées durant cet apprentissage, et c'est vraiment une bonne formation. Et ce brevet en plus ouvre à des bourses qui sont intéressantes. Ça permet à un jeune, par exemple, de passer un brevet de pilote pour le prix d'une mobilette. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment peu onéreux. C'est un vernis culturel aéronautique qui représente à peu près 50% en plus des connaissances qu'il faut savoir quand on apprend à piloter un avion. Et puis aussi, ce qui est important à mon sens, c'est que c'est un diplôme qui est reconnu par l'éducation nationale, et donc on peut le valoriser sur un CV quand on pousse la porte d'une entreprise. Ça peut aussi parfois faire la différence. Justement, Jean-François Bourguin, quels sont les différents aéronefs qu'on trouve en France sur les aérodromes? On fait une petite liste rapide. Alors sur les aérodromes, on va retrouver différents types de clubs, les clubs planeurs, les clubs ULM et les clubs avions. Si on prend les clubs avions, on va avoir grosso modo 40% d'avions français que sont des Robin DR400. On va retrouver à peu près 40% également d'appareils américains de type Cessna, et puis le reste, ce sont des avions un petit peu plus de nouvelle génération, on va dire ça comme ça, qui utilisent les matériaux composites. On va retrouver également des ULM dans certains clubs. Alors on a cité les autogires, mais ça fait partie, c'est une des classes, il en existe 6 au total, qui ont tous le même dénominateur commun, c'est d'être limité en masse à 472 kilos avec un parachute. Et puis enfin, on va retrouver des planeurs. Alors là, des planeurs monoplaces et des planeurs biplaces qui permettent d'apprendre à piloter, et ce, à partir de 13 ans, à moindre coût, là aussi, puisqu'on n'a pas l'utilisation du moteur, on est remorqué. Puis ensuite, un petit peu à la manière des oiseaux migrateurs, on va utiliser les courants ascendants et pouvoir, comme ça, parcourir absolument toute la France. Et à acquérir ce sens de l'air. Et acquérir ce sens de l'air dont on a parlé hier au téléphone en préparant cette émission. Exactement. Et le sens de l'air, c'est très important. C'est très important, et quand on prend par exemple le cursus, Géraldine parlait des pilotes de chasse, mais aujourd'hui un pilote de chasse qui va voler sur un avion de nouvelle génération comme le Rafale, eh bien il va commencer par 50 heures de planeur, tout simplement pour acquérir ce sens de l'air. Finesse de pilotage, sentir l'appareil. Exactement. Et vous vous souvenez peut-être de cet Airbus A320 qui s'était posé sur l'Hudson avec Sully. Eh bien, je parie que le gars a fait du planeur. Eh ben le gars avait effectivement fait du planeur.
planeur dans le cadre de son cursus militaire. On avait aussi eu le cas de cet avion d'Air Canada qui s'était retrouvé à court de carburant, un problème de conversion de calcul, pas très loin de Winnipeg. Et le pilote, justement, avait fait du planeur. Il s'était dit, tiens, pour atteindre le terrain, je vais faire une petite glissade. Il avait mis l'avion de travers et il avait réussi à poser son avion et à sauver ses passagers. Bravo. Magali Rebaud, alors vous êtes journaliste spécialisé en aéronautique. Est-ce qu'on construit encore des avions en France? Est-ce qu'on a encore cette industrie flamboyante ou alors non? Non, bien sûr, on construit encore déjà des avions civils, Airbus, est quand même numéro 1, évidemment. Et pour la petite aviation, oui. Et puis alors il y a d'autres choses maintenant qui se développent. On développe des avions électriques, donc oui, il y a des constructeurs également dans ce domaine-là, et la France reste, est déjà le berceau de l'aviation et reste un pays où l'aviation a une importance exceptionnelle. Absolument. Frédéric Long, je sais que dans votre région, vous faites beaucoup pour que les gens viennent vous voir et se familiarisent un petit peu avec le domaine de l'aéronautique. Vous les emmenez dans une région sublime. Il y a la Savoie, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont chauvins de leur région et que la Savoie, c'est la plus belle région du monde à survoler. Voilà. Mais je trouve que aussi la vôtre, Blois, dans le Loir-et-Cher, avec tous les châteaux et la vallée de la Loire, est assez géniale. Est-ce que l'autogire est une façon de les rassurer? Parce que c'est un appareil qui fait moins de bruit, qui est moins violent au décollage, à l'atterrissage. Est-ce que ça, c'est vraiment une bonne entrée en matière? L'autogire, oui, c'est très très sympa. C'est doux. Parce que c'est doux. On n'a pas d'effet de turbulence comme l'hélicoptère brasse l'air. Nous aussi, on brasse l'air. Donc, on n'a pas de problème de masse d'air chaude qui viennent un petit peu secouer nos ailes et potentiellement peuvent rendre un petit peu malade ou avoir du vent qui nous secoue un petit peu. Le vol en autogire est très stable. Donc ça, c'est quelque chose qui émerveille toujours tous nos passagers en disant mais ça bouge pas, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, le vol en autogire aussi permet de voler assez bas et donc de bien voir. Et nous, notre région, c'est pas la Savoie, c'est le centre Val-de-Loire et on a une région magnifique. On allie la partie nature et la partie patrimoine. Et ça, il n'y a pas d'égal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'aérodrome, c'est un lieu où la nature est préservée, contrairement... Ça, c'est une autre idée reçue aussi que les gens ont. On se dit, avec tout ce qu'il y a comme avion, comme kérosène, en fait, non, c'est une zone verte, un aérodrome. Vous êtes d'accord ? Mais en fait, on se rend compte qu'effectivement, on fait des études sur nos terrains, et ça, Franck peut peut-être en parler, la biodiversité, elle est sauvegardée et on y fait très attention. Absolument. 2 fois par an, l'aérobiodiversité vient faire des relevés sur l'aérodrome. Et donc, chaque année, nous avons des bonnes surprises sur des espèces, que ce soit pour la faune ou pour la flore, qui sont des espèces soit protégées, soit en voie de disparition. Enfin, en tous les cas, on s'aperçoit que ces espèces viennent trouver refuge au sein de l'aérodrome parce qu'en fait, elles ont un environnement où elles s'habituent en fait au trafic aérien et trouvent un environnement qui leur est favorable pour nicher. On a une ancienne ferme dans le secteur sud et quand on a refait les volets du grenier en haut, on avait naturellement un couple de chouettes venaient nicher et passer par un trou. Et en fait, dans les nouveaux volets, on leur a fait une petite porte pour qu'elles puissent continuer à venir sur la plateforme nicher. Voilà, très sensible. Également, avant, quand on faisait la tonte des pistes en herbe, on passait tout à ras, tout autour des pistes. Maintenant, on laisse des zones de biodiversité avec une tonte qui laisse à peu près 50 cm d'herbe pour que certaines espèces de papillons, d'insectes, etc. viennent trouver refuge au bord des pistes. Ah, ils sont bien, ces gens de l'aéronautique. Ils sont sensibles à l'environnement. Bravo. Non, mais c'est bien de le préciser. Ça, dans cette émission, souvent, on brise des idées reçues comme ça. C'est drôlement bien. Et ça n'est pas réservé non plus qu'à une élite. On va parler dans un instant de la formation. Combien ça coûte de voler? Combien ça coûte d'avoir une formation? On va en parler dans un instant. Des questions qui intéressent nos auditeurs sur Sud Radio dans cette émission consacrée à la France vue du ciel. À tout de suite.
Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et cette France, nous la découvrons au vu du ciel avec nos passionnés autour de cette table. Géraldine Galland, initiatrice de la Fête de l'Aviation, coordinatrice nationale de cet événement qui aura lieu le dernier week-end de septembre dans 85 villes et aérodromes de notre beau pays. Et plus encore, j'espère. On Donc espère 26, 27, on a 28 lancé septembre. un appel. Oui, on a lancé un appel pour que si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore eu vent de cette Fête de l'Aviation, contactez vos mairies, vos aérodromes, vos aéroclubs, vos préfets. Faites du barouf. www.fêtedel'aviation.fr. Absolument. Et puis vous savez tout là-dessus. Magali Rebaud est avec nous également, journaliste spécialisée dans l'aéronautique, pilote privé. Alors vous nous ferez la différence entre pilote d'avion privé et pilote privé dans les affaires. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pilote privé, c'est pilote du dimanche, on va dire. Oui. C'est pilote pour le plaisir, D'accord. comme disait un certain Herbert Léonard, qui était lui-même un passionné d'aviation. On sent la génération. On sent une génération. Mais non, moi je ne l'ai pas connu, Herbert. Non, mais j'en parle parce que c'était un vrai passionné d'aviation et C'est un vrai. grand spécialiste de l'aviation russe, d'ailleurs. Ah bon ? Ah oui ? Absolument. Ah, on savait pas Voilà, tout ça. on n'y pense pas. Mais donc, voilà, pilote privé, c'est pilote comme on fait du golf le dimanche ou du tennis ou qu'on va courir. Ben voilà, on va voler. D'accord. Frédéric Lange est avec nous. Elle est pilote instructeur sur Autogire également sur l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Un jour, je vais arriver à le dire vraiment bien, sans hésiter. Blois-le-Breuil, c'est dans le Loir-et-Cher, à côté de cette magnifique vallée de la Loire et de ses châteaux. Et Jean-François Broguin est avec nous aussi. Il est spécialiste dans l'aéronautique, journaliste et pilote privé et instructeur ULM. Alors, on va parler justement de comment on devient pilote. Le plus simple, Jean-François, c'est commencer sur un ULM. Alors le plus simple, Ou pas. tout dépend quelle mesure on prend, mais économiquement c'est le planeur avec Oui. la Fédération française Planeur, de vol c'est en moins planeur. cher. À partir de 13 ans, effectivement, et si en plus on a les bourses liées au brevet d'initiation aéronautique, on peut commencer à voler pour pratiquement moins de 1 000 €. Après, 1 000 il y a € par an 1 000 € pour le brevet. Ah, pour le brevet, d'accord. Et puis ensuite, après, il faut Un compter vol, ça coûte combien ? une trentaine d'euros. Si on prend le coût du remorqué et de la location de la machine, ça coûte vraiment pas grand-chose de 30 voler en € un planeur. vol. Et après, on Oui. reste en vol le temps Et qu'on après, veut. on peut rester en vol le temps qu'on veut, puisqu'on n'est pas dépendant de la quantité d'essence que l'on a dans les réservoirs. C'est quoi le record de durée en vol d'un planeur ? Alors c'est plusieurs Ah oui. heures, pratiquement une heures, journée, oui. me semble-t-il. Ouais, Oui, c'est 20 heures ou... Quelque comme chose ça. comme ça. On Le vérifiera. vol s'était fait y compris de nuit avec l'utilisation de courants ascendants sur les flancs des montagnes, puisque là aussi, quand on va en Savoie par exemple, on a une aérologie qui est très particulière. Après c'est l'ULM, parce que l'ULM, on a des machines qui sont un petit peu plus simples, qui sont un petit peu moins motorisées, de l'ordre de 80 chevaux, 100 chevaux en fonction des appareils. Et puis ensuite effectivement c'est l'avion avec des appareils qui peuvent aller jusqu'à on va dire 180, 200 chevaux pour ce qui concerne uniquement nos aéroclubs, mais ce sont des possibilités ensuite de pouvoir poursuivre vers des formations de pilotes professionnels, et là effectivement il faut avoir au minimum un brevet de pilote privé. D'accord. Et ça, pour les brevets ULM et les brevets de pilote, c'est qu'il faut un budget de combien pour arriver à obtenir son brevet sur 1 an, 2 ans, 3 ans de formation ? Pour un brevet ULM, il faut compter aux alentours de 3 000 € à peu près pour réaliser, on va dire une vingtaine d'heures de vol. Mhm. Et puis, par contre, pour un brevet avion, il faudra compter un petit peu plus quand même, aux alentours de 6 000 € pour un LAPL. D'accord. Et quand on donne sa vie à un pilote, on est sûr que, enfin, on n'est jamais sûr de rien, mais on est sûr qu'il a ses heures de vol. On peut le vérifier, ça ? Auprès de qui on vérifie ça ? Alors en fait, quand on pousse les portes d'un aéroclub pour faire un baptême de l'air, par exemple, si c'est ce que vous évoquez, Oui. il y a une réglementation qui fait que les pilotes qui peuvent nous emmener en vol ont leurs heures de toute façon. Il y a le chef pilote de l'aéroclub qui a toutes les données en main, également le président. Et puis il y a une réglementation nationale, voire européenne, qui gère... Donc il faut combien d'heures de vol pour le pilote à l'année ? Alors, dans l'année, il faut un minimum de 12 heures de vol pour oui. pouvoir renouveler sa licence, enfin 12 heures dans les 12 derniers mois. C'est peu, hein ? Mais ça paraît peu, mais c'est quand même pas mal pour un pilote privé, finalement, on peut pas faire ça au quotidien. Et puis en plus, quand on fait des baptêmes, là, il y a une réglementation spécifique liée à l'aéroclub qui demande de faire un petit peu plus d'heures. D'accord, mais 12 heures... Donc de toute façon, on est en toute sécurité. Oui, de toute En façon. aéroclub, ça va être une trentaine d'heures en général. Ouais. Voilà.
Et moi, ce que j'aime quand je vais faire un petit tour en avion, c'est que le gars, il vérifie tout avant. Il fait le tour, il regarde les ailes. On fait ce qu'on appelle la checklist, oui, ça. Bien sûr, c'est indispensable. Ça, c'est génial. On devrait le faire pour les voitures, ça. Quand on devrait. Hein, c'est vrai. On devrait, mais il y a un petit peu moins de risques. S'il y a une panne d'essence, on peut se mettre sur le côté. Regarder les pneus, l'huile, l'eau, c'est quand même pas mal. C'est mieux. Franck Joannick, directeur de l'aérodrome de Blois-le-Breuil, vous êtes sensible à au terme de sécurité. C'est votre boulot, ça, de veiller à la sécurité dans le ciel et sur votre aéroclub, votre aérodrome? Dans le ciel et sur la plateforme en général, c'est-à-dire sur les pistes, sur l'environnement des pistes. Le maître mot, évidemment, c'est la sécurité, puisque nous avons des comptes à rendre à la direction de la sécurité de l'aviation civile, ce qui est tout à fait normal dans notre activité au quotidien. Nous devons être garants d'avoir des infrastructures et de proposer un service, comme le service AFIS, vous voyez derrière la personne qui est à la vigie de la tour de contrôle, qui donne des informations au trafic, qui assure le service d'alerte et qui peut déclencher des secours si nécessaire. Donc effectivement, il faut savoir que tous les pilotes évoluent dans un environnement qui est sécurisé par des équipes qui sont également au sol. Et de toute façon, je crois que la formation des pilotes, évidemment, ils sont énormément sensibilisés sur la sécurité. Comme vous le disiez, ça commence déjà par la visite pré-vol, la prise en charge de l'avion et ensuite le contrôle permanent de tous les systèmes de l'appareil pendant le vol. Et puis en même temps, c'est aussi une connaissance de soi, puisque la sécurité, c'est aussi connaître ses propres limites, connaître sa bonne façon de voler. Voilà, c'est une véritable école de vie personnelle. C'est passionnant. Et là, dans votre tour de contrôle, on vous a prévenu si, par exemple, il y a un avion de chasse qui va passer, on sait qu'il va passer à 15h40 et pas avant ou après. Tout ça est réglementé. Parce que le ciel est partagé par vous, par tous les gens de l'aéronautique. Absolument, il est partagé. Alors, dans le ciel, vous avez des espaces qui sont parfois réglementés, où les pilotes, pour pouvoir traverser cet espace, doivent établir des contacts radio avec certains organismes. Mais non, là, vous voyez, il se pourrait qu'un avion de chasse appelle l'agent AFIS derrière et lui dise, voilà, je suis à 30 nautiques et je souhaite faire une verticale du terrain. Ça peut tomber dessus comme ça. Après, il y a des plans de vol qui arrivent en tour où on a des vols qui sont programmés, mais même un avion de chasse peut faire une visite surprise à la plateforme. D'accord, ouais, c'est passionnant, c'est ce côté un peu surprenant dans l'aéronautique. Il y a toujours des choses à raconter, des anecdotes. C'est un monde de passionnés et d'anecdotes, je trouve. Il y a toujours des trucs à se raconter entre vous. C'est vrai, vous êtes d'accord? Même le plus petit de tous les vols est une aventure. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai. Frédéric, vous avez mis sur votre... Je sais que vous animez bien votre aérodrome et vous avez mis en place un escape game. Racontez-nous. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on a une superbe région, donc l'idée de faire un escape game est venue très rapidement parce qu'en fait, quand on fait un baptême, un vol découverte, on emmène une personne, un passager, puisque moi je suis en autogire et donc c'est fait partie du LM et on est obligé d'être, pour des problèmes de poids, d'être sur des machines avec un pilote et un seul passager. Et donc, quand on emmène quelqu'un en vol comme ça, on a toute la famille qui est là, qui attend, et puis qui fait rien sur le terrain, qui attend, et il voit le décollage, il voit l'atterrissage, et puis voilà. Et en fait, eh bien, avec l'escape game, eh bien, une famille ou un groupe d'amis, 10-15 personnes, vont accompagner les futurs passagers, et ils vont travailler, entre guillemets, à partir d'énigmes pour trouver le trajet qu'ils vont effectuer. Et donc, nous, les énigmes, c'est vachement facile, hein, parce qu'avec le patrimoine que l'on a, on peut trouver beaucoup de jeux comme ça. C'est un super terrain de jeu. Et donc, du coup, ils définissent leur trajet. Et dans l'équipe, ils disent, ce vol-là, c'est toi qui le fais. Et donc, le passager monte à bord et il est relié au sol par nos moyens de radio et téléphone. Et donc, il a des mots à chercher par rapport à ce qu'il voit. Donc, pour lui, le travail n'est pas fini. Hein. Il doit faire des choses aussi en l'air, guidé par son équipe en bas. Et puis, voilà, il y a 3 vols. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Est-il vrai que dans votre région, qui est évidemment moins sublime que la Savoie, mais ça, on va y revenir, on voit un château toutes les 2 minutes ou une belle maison, une belle demeure? C'est vrai, ça, ou pas? On reste pas 2 minutes parce que quand on fait un vol, c'est toujours des vols touristiques, hein, de toute façon. Donc vous faites Cheverny, Bois, Chenonceau, voilà. Mais ça, Amboise.
Oui. Mais il y en a plein d'autres que les gens ne connaissent pas. Et même les gens locaux ne les connaissent pas forcément. Mais on n'est pas 2 minutes en vol sans dire regardez en bas, regardez à droite, regardez à gauche. Il y a toujours quelque chose à voir. Si c'est pas du patrimoine, c'est de la nature. En général, dans vos vols, vous êtes toujours en contact avec les passagers, radio, en contact, oui. Ah, toujours. Oui. Ah oui, toujours. Ah bah on est casqué, hein, et on parle avec nos collègues pilotes et les afistes, mais bien les agents afistes, mais bien sûr avec le passager, et on fait tout le commentaire du patrimoine. Quand on va visiter Chambord, on explique. On passe aussi devant un château qui s'appelle le château de Ménard. C'était le château de Madame de Pompadour. Voilà, on raconte un peu l'histoire. Vous faites guide touristique aussi, alors? Ah, c'est ça, tout à fait. Très bien. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve pour le dernier quart d'heure de cette émission pour continuer à parler avec nos passionnés de l'aérien et de l'aviation partout en France qui les représentent et qui seront présents au cours de cette fête nationale de l'aviation qui aura lieu en septembre. Mais bien avant, allez-y, poussez la porte des aéroclubs, posez des questions, rencontrez ces passionnés. Vous serez bien reçus et avec un peu de chance, vous aurez peut-être même le droit de faire un baptême de l'air. Ça coûte combien un baptême de l'air en gros, Jean-François? Pour un baptême de l'air, il faut compter une centaine d'euros à peu près. Voilà. Mais c'est Tout génial. dépend de la machine, évidemment, oui, et du type de vol. Merci beaucoup. Alors après, pour la fête de l'aviation, on fait souvent des petits tarifs. Ah oui, absolument. En plus, il y a des tarifs préférentiels. Bon, on va se retrouver, on va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et autour de cette table, rien que des passionnés pour vous faire découvrir la France, cette France, mais vue du ciel, que vous ne connaissez peut-être pas et que je vous invite à découvrir parce que les paysages sont absolument sublimes. Géraldine Galland est avec nous. C'est l'initiatrice de la fête de l'aviation qui aura lieu, Géraldine, quand? Les 26, 27 et 28 septembre, donc c'est vendredi, samedi, dimanche, pour permettre autant aux industriels, aux scolaires, à tout le monde de venir et de participer. Donc le jour qui leur conviendra le mieux. Et les baptêmes de l'air sont à moindre coût. Tout à fait. Ça, il faut le dire. Oui. Il y aura plein d'autres choses à découvrir. Tout à fait, possibilité de faire du simulateur de vol, de s'entraîner, il y a des concours de dessin, donc il y a des forums métiers, il y a vraiment la possibilité de rencontrer pour de vrai des gens qui ont des métiers qui les passionnent. Voilà, donc venez nombreux. Et puis c'est aussi accompagner des parents parce que leur fils ou leur fille a dit tiens, j'aimerais bien commencer à voler, comment on peut faire quoi. Tout à fait. D'ailleurs, juste une petite question, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'aéronautique? Bah voilà. Souvent, mais comme dans beaucoup d'autres disciplines, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Quoique là, on est trois déjà. Une fois qu'elles ont des enfants, elles arrêtent tout pour se consacrer qu'aux enfants. C'est ça. En même oui, temps. et puis on recense effectivement, je crois, 10% de femmes pilotes. Aussi bien pilotes privés que pilotes professionnels actuellement en France. Donc effectivement, il n'y a pas la parité. Non, mais pourtant, on est plutôt bien accueillis. Hein. Oui. Ce qui n'était pas le cas à votre début, racontez cette anecdote où quand vous avez mis le pied la première fois, jeune fille, sur un terrain d'aviation, on vous a dit qu'est-ce qu'elle est vieux celle-là, d'où elle sort? Il y a un certain nombre d'années, je tairai le nombre, voilà, la première fois que j'ai mis les pieds sur un champ d'aviation, comme on l'appelait, j'ai entendu derrière moi quelqu'un dire suffisamment fort pour que je l'entende. Bon, alors on leur laisse la piole, on leur laisse la cuisine, alors qu'elles viennent pas nous faire chier. Ah oui, d'accord. Sur un champ d'aviation. Mais ça, on dit plus ça, c'est fini. Non, on ne dit plus même ça. Dans le transport routier, ça a changé dans le transport routier. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus de femmes parce qu'on s'aperçoit que les femmes sont très rigoureuses, qu'elles ont moins d'accidents. Et dans les compagnies aériennes, ils recrutent aussi. Curieusement, je serais plus rassuré d'être dans un petit avion de tourisme avec une femme. Avec un homme. Exactement, parce que moi je fais beaucoup de baptêmes et instructrice, et en fait les hommes aiment bien venir avec moi, et souvent c'est mon mari qui emmène les femmes, et donc on forme chacun notre groupe, mais les hommes aiment bien être avec moi pour voler. Donc il y a des pratiques tout à fait particulières dans l'aéronautique, je le constate avec joie. Et puis il y a une question de poids aussi, souvent l'homme est un peu plus lourd que la femme, donc du coup je prends le passager le plus lourd. C'est vrai. Le dénominateur commun à toutes vos façons de voler, c'est la passion. Absolument. Et est-ce qu'on peut dire, Jean-François Bourguin, que ça commence par cette admiration qu'on a pour le paysage, qu'on découvre vu du ciel, et c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est que cet émerveillement, ça provoque quelque chose chez vous. Vous, par exemple, vous êtes pilote. Où est-ce que vous aimez aller survoler?
Alors si je prends l'exemple de mon aérodrome, qui est celui d'Amiens-Glizy, on s'aperçoit qu'à seulement quelques minutes de vol, on a des choses qui sont extraordinaires à voir. Déjà, on a la cathédrale qui est classée à l'UNESCO, voilà, qui est la plus haute cathédrale d'Europe. Donc on peut survoler, non, enfin, on peut pas la survoler, on peut passer à côté, mais effectivement, dès qu'on décolle, on la voit, et ça, c'est déjà un ravissement de chaque instant quand on est en l'air. Et puis, si on va un petit peu sur la côte, on a la côte d'Opale, on a la baie de Somme également. Ça, c'est toujours génial de voir d'un côté la terre, d'un côté la mer, et de voler au milieu, c'est un kiff, quoi. Exactement, et puis la baie de Somme, qui est quand même l'une des 2 plus belles baies, probablement avec celle de San Francisco. Et puis en plus, si on a une bonne météo ce jour-là, on voit les côtes anglaises, et là forcément, on a comme une envie de traverser, et la réglementation nous ralentit un petit peu, puisqu'on n'a pas déposé de plan de vol forcément. Et puis si on va un petit peu plus au sud, on a également les plages de Normandie, on a Dieppe, on a le Mont-Saint-Michel également, si on va un petit peu plus loin. Si je reviens sur Amiens, on a aussi tout un tourisme lié à l'histoire, puisqu'on a le circuit du souvenir avec les champs de bataille de la Première Guerre mondiale dans la région d'Albert, pour les auditeurs qui nous écoutent, avec les tranchées de la guerre 14-18 et la bataille de la Somme. Ah oui, donc c'est vraiment aussi une part d'histoire. La France est belle, magnifique. Mais la France vue du ciel, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Rien que survoler les volcans, moi j'en ai des frissons à chaque fois. Les volcans d'Auvergne. Les volcans d'Auvergne, au départ de Roanne, on peut faire une boucle d'1 heure et c'est fabuleux. Frédéric Lange, vous survolez quoi? Vous survolez la Loire, vous, Frédéric, au coucher de soleil? La Loire, les châteaux, la Sologne, même la Beauce. Chaque saison, chaque lumière fait que les champs ressortent de façon différente. Donc, on a vraiment des paysages magnifiques. C'est jamais pareil, c'est jamais les mêmes lumières, c'est jamais les mêmes couleurs. Donc, c'est magnifique. C'est un beau cours de géographie à chaque fois. De géographie, d'histoire même parfois, parce que c'est ce qu'on s'amuse à faire, parce que si on vole, c'est qu'en effet, on est attentif et... Oui, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'apaisant et d'esthétique dans le survol d'un paysage, parce que même quand on est en avion, dans un avion de ligne, et qu'on est fasciné, parce que quand on est à côté du bleu, on regarde ce paysage qui défile, et on s'imagine les gens en dessous à des... C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Ouais. C'est à la fois pas naturel, mais c'est surprenant. Alors, parlons de la Savoie. Ah bah évidemment, quand on décolle en Savoie et quand on vole, il paraît que c'est la plus belle région du monde parce que les montagnes, blablabla. Mais évidemment, et alors quand on décolle, par exemple, juste pour prendre cet exemple de l'aérodrome de Chambéry-Aix-les-Bains, bah déjà on survole le plus grand lac naturel de France, qui est le lac du Bourget. Et puis ensuite, voilà, on a la vue sur les Alpes et le Mont Blanc. C'est magnifique. Est-ce que l'aérologie est plus dangereuse dans les montagnes, plus sensible? Il faut faire gaffe. Forcément. Que à Blois. Forcément, ça l'est un peu plus, évidemment, et il faut quand même surveiller son altitude. Ça, c'est indéniable. Mais en fait, oui, c'est magnifique quand on vole en Savoie, mais finalement, tout est beau vu d'en haut, et même en région parisienne, c'est super de voler. C'est vrai. Quand on arrive sur Paris, ne serait-ce que ça, on découvre la capitale sous un angle extraordinaire, avec la Tour Eiffel, tous les monuments et tout ça. Bon, on peut pas vraiment survoler Paris, mais ne serait-ce que quand on est en approche. Oui, il faut savoir qu'on ne peut pas survoler Paris. Et non. On ne peut que survoler autour du périph', non? C'est ça? Oui, un peu le Grand Paris, on va dire. Le Grand Paris, d'accord. Franck Joannick, directeur de l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Vous avez des passionnés sur votre aérodrome qui fabriquent des avions? Oui, absolument. Il y a une association, un constructeur amateur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en amateur, on peut encore construire un aéronef qui va voler? Oui, absolument. C'est possible. Vous pouvez construire l'aéronef dans lequel vous allez voler. Incroyable. C'est une magnifique école de... ça permet, si vous voulez, d'avoir, comment dire, d'être propriétaire d'un aéronef, entre guillemets, à moindre coût, et puis de vous investir dans la construction de votre aéronef, donc aussi d'acquérir des compétences et des connaissances supplémentaires dans le domaine de l'aéronautique et tout ce qui touche l'aérodynamique, etc., la motorisation, les commandes. D'accord. Géraldine, est-ce qu'on peut apprendre aussi à piloter un drone, parce que c'est la grande mode en ce moment, tout le monde pilote des drones dans notre secteur des médias, même à titre privé. Est-ce qu'on passe par les gens des aéroclubs pour ça? Alors plutôt par la Fédération d'aéromodélisme. D'accord, ah oui, c'est plutôt aéromodélisme. Voilà, où on peut être accueilli par des clubs également qui vont donner des bases au pilotage. Et après, tout va dépendre du poids. Donc, en effet, il y a des diplômes à prendre. Plus le drone est lourd, et là, il faut en effet, comme pour la licence de pilote avion ULM, il y a des licences à passer.
et à remettre à jour. Régulièrement. Oui, c'est plus réglementé qu'il y a quelques années. Et ça évolue en permanence. Donc du coup, il faut vraiment toujours suivre l'actualité, donc être en contact avec des formateurs, instructeurs, pour ne pas être dangereux. Jean-François Bourguin, est-ce que l'aviation du futur, ce sera l'aviation sans pilote, tout piloté par satellite? Et est-ce qu'on aura, là déjà il y a le Pipistrel qui est un petit avion qui est électrique, mais qui n'a que 50 minutes de durée de vol. Est-ce que ça c'est l'avenir, l'électrique et le pilotage sans pilote? Alors ce qui est sûr, c'est que l'aviation de demain sera beaucoup plus décarbonée qu'elle ne l'est actuellement, hein. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, on observe que les consommations sont de plus en plus réduites. Aujourd'hui, un avion, c'est à peu près 2,5 litres de consommation par passager aux 100 km, donc ce qui est pas énorme, et les statistiques expliquent que finalement l'aviation c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Nos portables et nos ordinateurs, à titre de comparaison, c'est 4%. Donc voilà, déjà quand on sort notre téléphone portable, on est à plus d'émissions que l'aérien, que tout l'aérien confondu aujourd'hui. Je dirais que la décarbonation de l'aéronautique, c'est un peu une fusée à plusieurs étages. Aujourd'hui, on a l'utilisation de carburants durables, on les appelle les Sustainable Air Fuel. Ce sont des carburants qui sont mis dans nos avions de ligne et qui réutilisent des polluants, hein, qui ont d'ores et déjà été émis dans l'atmosphère. Et l'aviation de demain, c'est une aviation qui sera à la fois peut-être électrique. Effectivement, il y a des projets, notamment quand on se tourne en direction de Toulouse-Francazal, on a un avionneur qui est français, qui s'appelle Aura Aero et qui développe un avion de 19 places qui s'appelle ERA et qui sera hybride électrique. Autrement dit, pour le décollage, on utilisera l'énergie électrique. En vol, ça sera du thermique. Et puis, pour atterrir, durant les phases de descente et pour être plus propre par rapport aux villes, ce sera là aussi de l'électrique. Et puis l'hydrogène, mais ça, l'hydrogène, il faudra probablement attendre un petit peu plus parce que le problème, évidemment, c'est le stockage. En ce qui concerne les drones, c'est déjà le présent. Il y a aussi des projets d'IFTOL qui sont des taxis volants où on s'aperçoit que le marché est pas forcément là, la demande est pas forcément là, donc on a malheureusement beaucoup de faillites de ces entreprises actuellement. Mais en tout cas voilà, c'est une vraie pépinière en ce qui concerne le futur et le développement. Merci à tous pour cette belle émission, d'avoir partagé votre passion. Géraldine Galland, Magali Rebaud, Jean-François Bourguin, Frédéric Lange et Franck Joigny qui était avec nous aussi en direct de la tour de contrôle de Blois-le-Breuil. Le mot de la fin est pour vous, Géraldine. Venez découvrir le monde de l'aérien, venez à la fête de l'aviation et poussez la porte des aéroclubs. Tout à fait. Et puis tout au long de l'année, on est prêt à vous accueillir. Si vous avez besoin d'informations, conseils, rapprochements, inscrivez-vous sur notre site internet et on vous rapprochera pour un stage, pour une formation. Pour de l'ULM, du planeur, du gyro. Un métier, donc quel que soit votre âge, vous êtes jeune, moins jeune, il n'y a pas de limite. Moi j'ai un copain qui a commencé à 60 ans, donc pourquoi pas vous? Ouais, absolument. Et faites confiance aux pilotes, ce sont des gens passionnés et ils ont envie que tout se passe bien et en général, tout se passe bien. Absolument. Merci beaucoup à tous pour cette belle émission et on se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir le dimanche à 17h. Là c'était le samedi à 15h. Salut!